Bonjour le terre, comment ça va chez vous? Bon, voilà. Hmm. Je vous reviens donc après plusieurs mois d'absence, presque 9 mois sans aucune vidéo, que ce soit dans ma propre page ou dans la page du Terre à Terre. Disons que cette vidéo que j'ai produite aujourd'hui, je le fais en priorité pour mes amis du terre et en particulier bon, ceux qui sont amis avec moi sur ma page, ils auront l'occasion donc de choisir si ça les intéresse de le diffuser ou oui, de le partager avec leurs amis. Ces derniers temps, mon calendrier ne m'a pas permis d'être vraiment disponible et faire les vidéos que j'avais vraiment l'intention de faire sur la page et à l'attention des personnes qui voulaient un peu en savoir un peu plus dans la vie. Je parle bien sûr des caméras du terre. Hein. J'ai pas eu le temps vraiment de m'en occuper parce que, comme je vous l'avais dit, j'étais parti maintenant dans d'autres projets, notamment le retour au pays natal. Je me rappelle que la dernière fois que j'ai fait une vidéo où j'ai eu à parler assez durement à certaines personnes qui faisaient la promotion ou justifier pourquoi il fallait qu'on vive de plus en plus ici en Bain. Donc j'ai dû faire une vidéo assez dure pour dire écoutez, il est temps de penser à retourner au pays. Et en réponse, les Joe m'ont répondu avance, nous on va suivre. Ah, effectivement, donc j'ai fait déjà ma démarche, donc le retour au pays natal pour moi est quelque chose qui est engagé depuis le début de l'année 2015. C'est en cours et ça avance de manière très pertinente. Chaque jour qui passe, je suis convaincu que notre avenir n'est pas ici en Occident, mais en Afrique. Et j'ai déjà commencé donc à faire toutes les démarches qu'il faut pour que d'ici 5 ans, la plupart de mes activités, de mes réflexions, de mon temps passé soient en Afrique plutôt qu'en Occident. Je ne dirais pas que je suis capable de couper le pont du jour au lendemain avec l'Occident, mais je suis un homme qui privilégie une vie indépendante et une capacité à voyager, à découvrir encore les nouvelles choses. C'est pour ça que pour moi c'est important de pouvoir partager avec les autres communautés. Mais pour notre développement, et comme je l'avais aussi annoncé et conseillé à la plupart des gens de notre communauté, je persiste et signe que nous ne pouvons être heureux que chez nous et que notre vie en Occident, nous les Africains d'origine, n'est qu'une vie d'esclavage. Donc je persiste ici. Ceux qui sont actuellement en bain et qui considèrent qu'ils sont bien, tout ça là, ceux qui sont en Afrique et qui cherchent le chemin pour aller s'installer là-bas, je vous demande de réfléchir et que ces projets d'émigration vers l'Occident soient vraiment des démarches temporaires pour mieux vous installer et vous approprier de vos propres terres en Afrique. L'Afrique est en danger actuellement, économiquement parlant, même politiquement, parce que son vivier humain est en train de s'embrouiller là-dehors à vouloir chercher des solutions ailleurs alors que les meilleures solutions sont chez nous. Je sais que habituellement quand on parle de retour au pays natal,
il y a beaucoup qui s'énervent, surtout ceux qui ne sont pas encore partis du pays, parce qu'ils se disent, oui, comme ils ont pu sortir, ils ne veulent plus que nous, on puisse le faire. Et puis ils ont l'impression que c'est quelque chose qu'ils doivent faire à tout prix. Par rapport à ça, je ne peux rien dire. Hein. C'est légitime de leur part de réclamer aussi le droit d'aller vivre l'expérience de Mbeng et de rabattre de côté les suggestions qu'on leur fait de plutôt s'intéresser à construire leur vie dans leur pays natal. On dit, et en plus c'est propre au Khmer, hein. Ça dit que le Khmer c'est un homme têtu qui veut lui-même se faire son idée par sa propre expérience. Donc les conseils, il les balance de côté et puis il va lui-même goûter. Ceci dit, mon calendrier ces derniers mois a été quand même assez compliqué. Vous savez, en hiver 2015, on a fait une fête au Canada à la période où effectivement, je pense que c'était en janvier ou février, on a fait la fête du Canada, du terre à terre au Canada. Et donc, ça c'était pour nous ou pour les gens qui sont dans mon entourage le début d'une démarche. Le début d'une démarche pour rentrer vraiment, pour s'organiser ici. Parce qu'en fait, quand on parle de retour au pays natal, les gens pensent que ça veut dire qu'en 5 jours, tu fais ta valise et puis tu payes ton billet d'avion et puis tu es rentré, basta, c'est fini. Non. Le retour au pays natal, c'est quelque chose qui se programme. C'est aussi difficile que venir en immigration en Occident. C'est aussi compliqué. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, selon les personnes, selon leurs capacités et leurs moyens, selon les contraintes sociales, familiales qu'ils ont, et selon leurs objectifs, effectivement, leurs ambitions. Donc chacun a des paramètres qui lui sont spécifiques et qui font que le processus peut être plus long ou plus court, ou selon qu'il a déjà travaillé le problème et qu'il sait pertinemment qu'est-ce qu'il peut faire et qu'il a mis par anticipation des moyens pour que ce soit effectif. Rentrer au pays natal, c'est quelque chose qu'il faut penser tous les jours si on veut que ça devienne effectif. Ça dit que même si aujourd'hui vous venez de finir votre formation, vous êtes peut-être jeune employé, vous venez d'avoir votre partenaire du foyer, donc vous venez de vous marier ou vous vivez avec une personne, donc vous êtes en train de construire un foyer, vous avez des enfants tout jeunes. Lorsqu'on parle des profils de foyer comme ça, il est très difficile pour eux de considérer cela comme une option parce qu'ils ont plein de choses, plein de difficultés à régler à l'instant. Et ça, je le comprends très bien. Ce que je dis tout simplement, c'est que quand on vous parle de retour au pays natal, on ne vous dit pas de bazarder qu'est-ce qui fait votre vie quotidienne pour vous mettre à faire uniquement le retour au pays natal. L'idée derrière ça, c'est de dire, parce que mettre en place le retour au pays natal est complexe, il faut que ce soit un paramètre constant de votre vie quotidienne en Occident. Ça veut dire un benguetaire qui veut vraiment mettre en place une solution de retour dans l'avenir, doit chaque jour, dans son K1 MIFA, c'est-à-dire dans son projet de foyer, réserver une place importante aux solutions de retour au pays natal. C'est-à-dire lorsqu'il épargne, lorsqu'il envisage de faire des projets, lorsqu'il envisage de faire des investissements, même en Europe,
il doit se dire, est-ce que c'est opportun, est-ce que ça contribue à mon retour dans les 5-10 années à venir ou dans les 2 années à venir pour les gens qui sont clairs dans ce qu'ils veulent faire, sachant que tout le temps que vous allez rester en Occident, tout ce que vous allez produire sera vraiment pour l'avantage de cet Occident et non pour vous-même. Si vous regardez bien et si vous demandez à vos aînés, la difficulté de revenir est due au fait que l'organisation sociale est faite de telle sorte que tout ce que vous gagnez est réabsorbé à travers les impôts, à travers les taxes pour le fonctionnement de la société occidentale. Donc, même les Africains d'origine malienne, sénégalaise, qui font des efforts pour renvoyer l'argent chez eux, doivent, pour réussir cela, accepter de vivre de manière très précaire. Donc vous pouvez les voir, non seulement ils n'ont pas de bons salaires, mais ils ont une vie vraiment très très ingrate, très difficile, mal logée, ils dorment les uns sur les autres. Et je sais bien que les Camerounais ne supporteraient pas de telles vies. Donc, les Camers sont obligés, pour avoir un minimum de vie décent en Occident, de dépenser beaucoup plus et donc d'économiser très peu. Ce qui fait que c'est très difficile pour eux d'envoyer vraiment l'argent au pays. Ils sont, même quand ils sont interpellés par la famille ou par les événements du pays, obligés de faire des gros efforts pour trouver de l'argent, parce qu'à chaque fois qu'on appelle la contribution de cette façon, c'est pas parce qu'on a de l'argent, c'est pas parce qu'on envoie de l'argent qu'on en a vraiment. C'est tout simplement parce qu'on fait un effort et puis on attend de combler le trou qu'on vient de créer en envoyant cet argent au pays. Bien sûr, il y a des exceptions, hein. Il y a des gens qui sont très bien organisés, qui soutiennent très bien leur famille, je ne dis pas non. Mais je sais que dans la majorité des cas, il n'y a rien du tout qu'on fait lorsqu'on est très pris par la vie en Occident. Donc pour moi, le conseil que moi je donnerais à mes frères, c'est, je vous ai donné pas mal de documents dessus, soit sur mon site, soit sur le site du Terre à Terre, comment vous organiser et comment faire pour mettre en place des solutions d'investissement en tenant compte vraiment d'une vie familiale bien organisée, mais aussi en vous arrangeant à mettre aussi de côté quelque chose qui corresponde à votre retour. Si vous ne pensez pas, vous allez vous rendre compte que sur ce plan-là, vous aurez tout à recommencer. Alors que pour ceux qui auront fait l'effort d'y penser, d'investir, de mettre quelque chose de côté ou de participer à des projets, ce sera beaucoup plus facile. Ceux qui auront investi dans les voyages au Cameroun, ils auront plus d'idées, ils auront plus de sensibilité à ce qui est faisable ou pas au niveau du pays. Et au moment d'investir ou de prendre des décisions, ils prendront les meilleures décisions. Moi, je vous en parle aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui a, dans le passé, toujours organisé de manière parfaite sa vie par rapport au retour au pays natal. Non, je suis vraiment un mauvais élève. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de vous parler de cela pour que vous ne tombiez pas dans le même piège. Mais je suis en train d'essayer de rattraper ce retard, ce manque que j'ai eu dans le passé, en faisant de gros investissements en temps, en démarche, en projet, parce que dans mon fort intérieur, il y a une horloge biologique qui a sonné le retour au pays natal, et cette horloge biologique, vous devez le ressentir vous aussi. D'ailleurs, l'actualité mondiale montre que aujourd'hui, les crises que vous voyez partout, les solutions que les pays occidentaux cherchent
ou reconnaissent comme pouvant les aider sont des solutions qui viennent de vos pays, c'est-à-dire viennent de l'Afrique. C'est pour ça que vous devez vous-même vous réveiller et dire arrêtons, nous, Africains, de jouer les troisième ou les cinquièmes rôles, même pas le second rôle. Hein. Parce que les seconds rôles sont joués par les paysans occidentaux ou les travailleurs courants tous les jours, à qui vous ne pouvez même pas vous comparer aujourd'hui, même si vous êtes dans les mêmes bureaux. Ils sont chez eux, ils ont beaucoup plus de privilèges, mais eux aussi sont des esclaves de l'environnement qu'a créé les privilégiés de cette société. Mais nous qui avons une certaine expérience pour avoir vécu à l'étranger, pour avoir vécu autre chose que ce qui se passe peut-être chez nous, on pourrait avoir plus de discernement, plus d'intelligence et rentrer chez nous, essayer de construire quelque chose qui permettrait à l'Afrique d'être indépendant. Et cette indépendance passe par le travail que vous pouvez et les projets que vous pouvez développer sur ce continent. L'indépendance ne viendra que quand les Européens se rendront compte que nous avons compris comment être autonomes. Tant qu'ils voient que nous ne pouvons pas être autonomes, ils vont créer le désordre chez nous, ils vont venir se servir gratuitement et nous continuerons à faire un voyage pour aller les servir d'esclaves chez eux. Et cela de nous-mêmes, sans qu'ils nous forcent, hein, parce qu'aujourd'hui même, ils font semblant de dire écoutez, rentrez chez vous, mais bon, nous on force, on dit que nous on a aussi le droit d'être chez eux, ainsi de suite, mais à vrai dire, c'est une situation dans laquelle nous on joue un rôle vraiment, à mon sens, ridicule, très ridicule. Donc j'appelle à tous les Khmers qui sont en Occident, de réfléchir sur tout ce qu'ils peuvent faire en Afrique. Et je vous dirais qu'ils n'ont pas besoin de diplômes occidentaux pour aller faire des choses en Afrique. Pour moi, le niveau de bac est largement suffisant pour faire n'importe quoi, même industriel, même des techniques très sophistiquées au pays. Parce que le besoin actuel des pays africains est au niveau du primaire, c'est-à-dire l'agriculture, les minéraux, et ainsi de suite. Ensuite, on pourra passer au niveau secondaire, l'industrie secondaire qui est celui de la transformation, mais pour le moment, le primaire est encore vierge et vous n'avez pas besoin d'avoir des diplômes de PhD, tout ça là, ou même bac plus 2, même pas besoin là. Le bac du Cameroun suffit pour faire ce qu'il faut. L'avantage que vous avez aujourd'hui d'avoir vécu à l'Occident, c'est que vous avez pu voir qu'est-ce qu'on pouvait faire là-bas et être capable d'apprécier qu'est-ce qui est bien fait et pas bien fait. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être un avantage sur ceux qui sont au Cameroun, pas parce que vous avez fait des études. Hein. Ces études-là ne vous apportent rien du tout là. Ça sert qu'en Occident, parce qu'ils ont une industrie pour consommer cette formation-là. Mais en Afrique, ce qui est essentiel, c'est que vous avez vu des choses au niveau des techniques de construction, comment on organise une ville, comment on vit, des expériences de vie communautaire que vous pouvez reporter chez vous en prenant ce qui est important et en laissant de côté ce qui peut nuire à votre environnement. Donc c'est un peu de cette façon-là que vous pouvez évaluer la pertinence. Donc quelqu'un qui a même voyagé, qui est arrivé en bain à pied, comme on dit là, par la formule là, à pied là, peut revenir et qui est arrivé à pied là-bas, même s'il n'avait pas de diplôme avant, et qui a déjà fait 5 ans là-bas, il a une grosse expérience. Donc il peut déjà penser, il job 2 ans, il cumule l'argent et puis il s'en va au pays, il recommence une activité. Ça, c'était un peu une introduction un peu longue là, mais bon, j'en ai parlé parce que pour moi, le retour au pays natal, c'est quelque chose de toujours très important. Donc, quand je m'en parlais, j'ai du mal à m'arrêter. Donc, concernant mon calendrier, j'ai été vraiment absent. Pourquoi? Parce que, effectivement, j'étais
Ensuite, je suis allé voir au Cameroun qu'est-ce qu'il y avait à faire vraiment. Donc, j'ai voyagé au Cameroun et finalement, en avril et mai, j'ai pu voir qu'il y avait que les projets étaient vraiment vierges au Cameroun encore, hein. On a besoin, il y a des terres qui existent, qui sont à des prix actuellement très accessibles. Et pour des gens très sérieux, même qui sont, il y a possibilité de les avoir même sans dépenser beaucoup d'argent. Toujours est-il que il y a des spéculateurs sur place, donc il faut savoir connaître les lois et savoir les éviter, parce que certaines personnes espèrent qu'ils vont faire la spéculation sur les terres et même à travers cette spéculation empêcher le développement du pays. Mais je peux vous rassurer que ayant lu et relu les projets de développement actuels du gouvernement au Cameroun, la priorité est donnée aux projets agricoles. Donc si vous êtes sérieux et que vous allez au pays pour développer les projets agricoles, vous ne pouvez pas manquer de solutions. Ensuite, donc, j'ai regardé, donc j'ai prospecté, j'ai rencontré des gens et j'ai choisi donc d'évoluer avec certaines personnes et dans certaines parties, dans certaines zones du pays où effectivement il n'y a encore rien, des zones vierges en termes de développement. Et donc je suis en train de me préparer pour repartir là avec des gros projets de développement agricole. Donc créer une grosse ferme agricole et d'élevage au Cameroun. Je vous l'avais annoncé de toute façon depuis. Donc ça c'est un projet qui est déjà lancé et pour cela on a des terres, on a tout ce qu'il faut, on a des équipes. Maintenant il faut des équipes techniques, il faut mettre en place toute la logistique pour que la production puisse démarrer et que on puisse produire de la nourriture pour le Cameroun en particulier et pour le marché de la CEMAC en général. Parce que ce que nous voulons faire dans ces projets agricoles, c'est de produire de la nourriture consommée par les Camerounais et les Africains de l'Afrique centrale. Nous ne sommes pas intéressés pour le moment par les besoins occidentaux, même s'ils promettent de payer. Je pense que notre démarche, c'est d'abord développer notre indépendance au niveau alimentaire. Vous savez qu'actuellement au Cameroun, on importe encore. Je disais qu'au Cameroun, actuellement, on importe tout ce qui est nécessaire à notre nutrition, à notre alimentation, que ce soit le maïs, que ce soit le riz, ainsi de suite. Ce qui est vraiment inadmissible alors qu'on a des terrains propices pour la culture à perte de vue. Donc, de retour au Cameroun, du Cameroun, donc juin, juillet à Montréal, j'ai essayé de travailler avec mes WABA et WAGA du Canada un peu pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour soutenir ces projets, mais je pense que ça, c'est pas quelque chose qui a vraiment marché parce que regrouper les Camerounais, c'est quelque chose de très très difficile, ça prend beaucoup de temps. Et il faut reconnaître que dans ces genres de projets, la difficulté pour nous immigrés dans les pays occidentaux lointains, la difficulté pour chaque foyer, chaque famille d'immigrants camerounais, c'est qu'ils doivent régler leurs problèmes quotidiens et donc c'est pas facile de les intégrer ou de les faire partir sur des projets non planifiés vraiment à la hâte. Donc, après donc avoir
essayé de voir, après avoir essayé de travailler et mettre en place un soutien à travers notre ONG canadien, je me suis rendu compte que cela n'était pas quelque chose qui pouvait marcher facilement vu la non-disponibilité de mes compatriotes. Et donc, j'ai utilisé d'autres moyens financiers donc, pour relancer. Donc, aujourd'hui, mon calendrier est vraiment trop chargé. C'est quelque chose que je pensais que c'est eux qui allaient, encore des gens plus jeunes, plus disponibles, aller faire toutes ces démarches-là, où on allait commencer ça ensemble et puis ils allaient continuer, mais ils ont un peu la tête dans le guidon pour le moment, donc je respecte ça. J'ai dû moi-même donc voyager pour aller en Chine. Bientôt, je suis revenu de Chine, en Chine où j'ai fait peut-être un mois et demi à effectivement étudier le marché de tout ce qui est matériel nécessaire pour la construction du pays. J'ai découvert que la Chine, qui hier était un pays qu'on considérait en difficulté, avec une grosse population, euh, une population difficile à nourrir ou quoi que ce soit, est aujourd'hui number one. Oui, number one parce que leur gouvernement a mis en place des infrastructures, ils ont les meilleures infrastructures du monde en termes d'infrastructures routières, infrastructures de transport, ils ont les meilleurs trains dans le monde. J'ai pu voyager 1200 km en 3h45 sur le fast train, donc c'est des choses que j'ai expérimentées là où j'étais, Shanghai, j'ai visité d'autres provinces. Les routes sont très bien construites, le réseau de transport est très bien fait. T'as pas l'impression qu'il y a 1,5 milliard de personnes. Je pense qu'ils gèrent les choses correctement. Donc. Et ils ont une capacité de production, ils ont une agriculture qui tourne très bien. Ils sont dans tous les secteurs, ils sont au top dans tous les secteurs. Et je pense que s'ils ont relevé ce défi, nous aussi, de notre côté, nous, on peut le faire. On peut le faire. Donc j'ai pu regarder qu'est-ce que je pouvais avoir là-bas comme matériel, qu'est-ce que la qualité de leur matériel, et tout. Donc moi, en conclusion, c'est un peu délicat parce que quand on va en Chine, je vous déconseille souvent d'aller chercher des matériels en occasion là-bas. Parce que ceux qui vendent le matériel à l'occasion sont des gens qui sont un peu dans la guerre, c'est des gens aussi du marécage. Et généralement, c'est des gars qui vont essayer de vous truander. Si vous allez en Chine, je vous conseille d'aller chercher du matériel neuf. Oui, parce que les Chinois, il y a deux sortes d'industries là-bas. Il y a l'industrie d'occasion et l'industrie du neuf. L'industrie du neuf a l'avantage qu'ils sont presque à moitié prix de ce qu'on fait en Occident, pour la même spécification technique. Donc, il suffit de tomber sur une entreprise qui est partie sur des bases de solutions occidentales. Ça veut dire que c'est un peu leur principe. Hein. Quand ils sont en joint venture avec une société occidentale, ils ont toujours le contraire de dire qu'ils ont accès à toute la technologie et après ils commencent à produire ce matériel à moindre coût. Et vous avez la possibilité d'acheter le matériel neuf chez eux avec des équipements européens dedans, dans ce matériel-là, ou des équipements de base chinoise. Eux, ils reconnaissent que l'équipement de base chinoise a encore du chemin à faire, donc ils le vendent moins cher, ou souvent même, ils le vendent moins cher parce que c'est eux qui le produisent, mais ils peuvent le faire à moins de coût. Si vous exigez que les équipements qui constituent le matériel soient d'origine européenne, parce que vous connaissez à peu près quelles sont les spécifications et leur qualité, ce sera un peu plus cher, mais généralement, pas de beaucoup. Donc c'est ça. Là, en septembre, octobre, je serai plutôt en France. France, Cameroun, pour essayer de voir comment compléter ces équipements-là. Bon, c'est encore un autre enjeu.
Je me suis rendu compte aussi en voyageant en Chine que on ne peut pas tout prendre en Chine. Ils sont pas, je dirais, en même temps que je me suis rendu compte que sur l'usager, ils sont pas bons, mais même s'ils annoncent sur le net qu'ils ont des produits moins chers sur en équipement, par exemple agricole, tout ça là, je déconseille fortement d'acheter le matériel usagé chez eux parce que non seulement les prix qu'ils annoncent ne sont pas les prix réels, et souvent si vous achetez chez eux, ces dealers d'usagers pourront vous vendre, si vous payez vraiment à bas prix, autre chose que ce que vous avez vous-même inspecté lorsque vous étiez chez eux. Donc c'est vraiment des NDOS de premier niveau, quoi. Surtout à Shanghai. D'ailleurs, vous savez qu'actuellement, quand vous arrivez là-bas, Google, Facebook, tout ça là sont prohibés par le gouvernement. Donc, ça fait que la plupart des communications est comme, vous êtes comme isolé un peu du monde. Donc, vous ne pouvez pas checker tout ce que vous voulez, hein. Surtout pour ceux qui sont habitués au moteur de recherche Google. Généralement, quand vous en affaire, surtout pour des produits comme ça, et quand on vous présente des spécifications, lorsque vous avez un moteur comme Google, vous avez le moyen de recouper les informations très rapidement et voir s'il y a d'autres alternatives pour des solutions technologiques de ce genre. Mais lorsqu'il n'y a pas Google, là, vous êtes réduit à des moteurs comme Yahoo, tout ça là, qui sont eux-mêmes obligés qui sont en fait ouverts en Chine parce qu'ils ont accepté de respecter les règles du gouvernement chinois qui dit de filtrer certains sites qui ne sont pas, entre guillemets, euh, validés par le gouvernement. Ce qui fait que la plupart des recherches que vous faites est filtrée et la moitié des solutions que vous recherchez ne vous sont pas présentées parce que ces moteurs de recherche sont contrôlés par le gouvernement et il leur interdit de vous présenter tous les résultats de recherche que vous faites chez eux. Autre chose, si vous êtes en conflit avec des Chinois sur leur territoire, n'oubliez pas une chose là, les ambassades ne peuvent rien faire pour vous, parce que diplomatiquement ils disent qu'ils n'ont pas le droit de s'impliquer. Et c'est clair que si vous allez à la police est très facilement corruptible là-bas. Ils vont se mettre plutôt du côté des Chinois et ils vont essayer de vous embrouiller beaucoup plus. Donc c'est des choses que j'ai vues sur place et que j'ai pu recenser. Donc on ne peut pas compter, il y a encore pas mal de corruption là-bas au niveau local et puis tant que vous ne parlez pas correctement le chinois, c'est très difficile pour vous d'accéder à certains marchés que je dirais marchés privilégiés pour les usagers. Parce que quand on parle de marché des machines ou des composants usagés, ça veut dire qu'on on accoste des industriels et dans sa culture, le chinois, tant que tu ne parles pas sa langue, il ne peut pas te vraiment discuter de quoi que ce soit avec toi. Mais dès que tu es capable de parler du chinois correctement, euh, il peut effectivement faire beaucoup de choses, plus de choses avec toi et plus facilement, quoi. C'est un peu ça. Et si vous voulez avoir un chinois comme intermédiaire qui va entrer et démarcher pour vous, vous restez toujours à la merci de ces chinois intermédiaires qui, habituellement, parce qu'ils parlent anglais, connaît un peu les différences, il va essayer de vous entuber. Ceci dit, moi, je voulais tout simplement vous dire, bon, écoutez, retour au pays natal, c'est quelque chose à faire. Aujourd'hui, la vie en Occident, qui consiste à faire boubou, dodo,
boulot, manger, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait revoir dans notre cycle de vie quotidien et plutôt penser maintenant à voir comment faire la démarche pour rentrer au pays, faire des projets concrets. Les gens qui croient qu'investir au pays, c'est aller acheter les terrains pour se construire des maisons, je pense que là-dessus, il y a quand même une erreur que je constate sur cette démarche. C'est que le capital que les gens ont aujourd'hui, ils vont, ils achètent des terrains. Voilà, voilà. Et puis ils disent, ok, vu comment les terrains évoluent, bon, on a notre terrain. Mais ce qu'ils oublient en réalité, c'est que s'ils ont effectivement mis comme 10 000 euros à terre ou 20 000 euros à terre pour le terrain, ça leur prend plusieurs années déjà pour pouvoir construire quoi que ce soit dessus. C'est de l'argent immobilisé, c'est de l'argent mis comme... ils ont effectivement réservé un terrain qui va plus tard être utile, mais c'est de l'argent mort, à mon avis. La meilleure solution serait de se regrouper et voir de quelle façon vraiment investir cet argent-là pour que cet argent, au lieu d'aller dans une solution économique morte pour moi, qui consiste à dire j'achète un terrain et puis bon, j'attends 10 ans pour savoir ce que je fais de ce terrain. Là, c'est de l'argent vraiment jeté en l'air. Là. Il vaut mieux effectivement privilégier des projets comme des projets de construction, des projets d'investissement agricole, des projets qui, eux, génèrent une rentabilité intéressante. Donc des projets qui vont permettre à vous 20 000, 30 000, 40 000 dollars ou euros de générer chaque année un 10%. Ça veut dire que si j'investis 40 000 euros, j'aimerais bien que chaque année, j'ai 4 000 euros, ça veut dire à peu près 10% qui s'ajoute dessus de manière fructifiante. Comme ça, après 10 ans, j'ai encore généré, j'ai doublé ma capacité, mon capital quand même sur place, et j'ai contribué au développement des activités au niveau du pays. Donc c'est ça. C'est vrai que quand vous investissez dans un projet dynamique comme un projet agricole, un projet, vous êtes quand même amené à surveiller parce qu'il y a des risques plus importants que si vous achetiez un terrain. Mais on dira que c'est parce qu'il y a un risque que ça rapporte beaucoup plus. Et rien n'empêche l'autre. Hein. C'est-à-dire que parce que vous avez investi dans un projet agricole, au fur et à mesure que les intérêts viennent, doublent, vous pouvez donc, avec ces intérêts-là, passer à un autre niveau, acquérir aussi des terrains, ou faire les deux si vous avez beaucoup plus de moyens. Donc voilà, c'est à peu près ça un peu la situation un peu que je vis actuellement. Donc je suis actuellement donc entre l'Occident et le Cameroun et même l'Asie pour voir un peu comment les plateformes se conjuguent. Vous savez que on a pas mal de problèmes actuellement en Afrique à cause de ces conflits d'intérêts qu'on a avec l'Occident. Aujourd'hui, nos gouvernements ont choisi à bon escient de composer avec tous les partis, ce qui leur donne une meilleure latitude, ce qui nous ouvre plus de portes dans les négociations. Mais vous-même, vous voyez que c'est pas facile à gérer parce que les Occidentaux, eux, continuent à faire la démarche de nous
rendre infirme pour pouvoir se servir gratuitement ou nous mettre en mode d'incapacité pour pouvoir se servir facilement chaque jour. Donc ça va s'arrêter que lorsque ils verront que vous, originaires d'Afrique, avez pris la résolution d'aller faire le développement chez vous. Ils le font aujourd'hui parce qu'ils se rendent compte que ce territoire est encore vierge et qu'il n'y a personne qui veut vraiment faire quelque chose sur place. Alors en passant, je ferai un commentaire par rapport à ce qui se passe vraiment au Cameroun. D'après, puisque je vous ai dit que j'ai passé un temps là-bas, je suis rentré et puis j'ai analysé comment le phénomène se passait un peu, en particulier pour le Cameroun. Vous savez, le gouvernement au Cameroun, d'après mon analyse, est conscient qu'il ne peut pas tout faire. Donc, aujourd'hui même, d'ailleurs, si vous regardez bien, beaucoup de projets agricoles, industriels, tout ça là, ou en particulier les sociétés d'État, ne marchent pas très bien, tout simplement parce que les dirigeants de ces sociétés sont, pour la plupart des irresponsables. C'est un peu difficile au Cameroun de voir quelqu'un qui va se sacrifier pour comment dire, défendre correctement le bien public. Le bien public chez nous, c'est vu comme une manne pour certains privilégiés. Donc, soit ils ne défendent pas assez, et puis à la fin, ça tombe entre les mains des gens peu scrupuleux. Et à la fin, la société tombe en faillite ou elle devient difficile à gérer, ou même le gouvernement est obligé de le céder à des sociétés étrangères pour pouvoir récupérer peut-être son investissement, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que devant toute cette difficulté à développer des structures publiques fortes, le gouvernement est quand même ouvert des portes pour le développement des entreprises privées et donne même des subventions aux entreprises privées qui présentent des projets intéressants. Ceci dit, si nous, originaires du Cameroun, ne faisons pas la démarche, les gens qui vont bénéficier de cela seront les entreprises étrangères encore, parce qu'ils viendront proposer des projets mirobolants et devant le besoin de développement, nos politiciens seront forcés de leur donner les moyens ou de les laisser faire. C'est pour ça que je conseille vraiment à tous les Camerounais qui ont tant un peu de moyens de regarder comment ils peuvent se regrouper et aller pour vraiment développer des projets en Afrique. Je ne dis pas que c'est facile, vous allez vous buter à des difficultés, mais il n'y a pas de projet. Ce n'est pas en Europe que c'est aussi facile. Hein. Si vous regardez bien, c'est même plus facile au Cameroun qu'en Europe. Les gens se plaignent trop que oui, on essaie de faire les choses au pays, ça ne marche pas. Oui, parce que leur exigence par rapport au pays est beaucoup plus élevée. Parce qu'ils se disent que comme c'est leur pays, quand ils viennent pour faire des projets, on doit leur ouvrir la porte grand ouvert et ça va être trop facile. Non. Essayez de faire les mêmes projets là-bas en Europe. Vous allez voir si on va vous laisser faire. La preuve, rares sont les Africains qui ont développé même un petit projet valable. On les compte sur les bouts des doigts et encore. Donc, malgré tout ce qu'on peut raconter, malgré toutes les difficultés qu'on peut déclarer, le fait que, oui, nos gouvernants ou la mentalité qu'il y a chez nous ne rend pas les choses faciles, moi je vous encourage à y aller. Plus vous y serez, plus les choses vont se mettre en place, plus la loi va faire que
le grand nombre va jouer en votre faveur. Si vous restez derrière à vous plaindre que c'est difficile, qu'il y a des trucages, que vous allez être, comment dire, découragé par des façons de faire, je dirais qu'on ne fera jamais rien. Il faut casser les omelettes, hein, il faut casser les œufs pour faire les omelettes. Donc, rendez-vous au pays, donc sans complexe. On va aborder les projets. S'il y a des difficultés, il faut seulement le signaler et puis on va voir comment on peut résoudre ça. Je vous ai toujours dit, si on est en groupe, ce sera plus facile, ce sera plus... l'union fait la force. Et les problèmes peuvent être présentés et les gouvernements peuvent donc, devant l'enjeu, prendre cela en considération. Donc ne restez pas derrière, tout simplement, loin là-bas, à faire juste de la délation. Moi j'appelle ça un peu la critique gratuite, parce que la plupart des gens qui disent toujours qu'ils sont allés au pays, ça va marcher. Je reconnais qu'il y a peut-être de vérité là-dedans, mais il y a aussi beaucoup qui sont des gros menteurs. Ils veulent seulement, comme tous les Camerounais que je connais, là, ils sont seulement là pour... Ouais, bon, j'ai parlé donc d'aller investir au pays, en gros, que c'est le moment, qu'il y aura des difficultés, mais il ne faut pas avoir peur d'affronter les difficultés parce que ça fait partie de votre projet, d'aborder et de résoudre ces difficultés. Si on descend ensemble, c'est-à-dire à plusieurs et qu'on échange des informations, ça permettrait de déjouer ces difficultés-là. Quand je vous parlais des guerriers qui vont et restent groupés, c'était justement parce qu'on est conscient que quand vous arrivez dans un environnement comme celui-là, les difficultés, c'est pas seulement créé par les, les gens sur place, mais même les difficultés ont été créées par ceux de l'Occident. Et entre parenthèses, je vais vous signaler une chose. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de sociétés occidentales, américaines ou européennes. Pour les sociétés asiatiques, je n'ai pas encore pu les repérer correctement et savoir qu'est-ce qu'ils ont comme contrat sur place, à part les contrats de réalisation. Mais il y a beaucoup de sociétés américaines qui sont vraiment des sociétés factices et qui vont voir nos dirigeants pour leur promettre des monts et merveilles, qui vont être capables de créer des centrales électriques, qui vont être capables de créer des projets agricoles immenses. Et en fait, ces sociétés-là sont des sociétés qui sont créées sur des... et connectées sur des sociétés boursières en faillite avec des valeurs de bourse de 0,0001 $. Vous savez qu'en Amérique du Nord, une société boursière ne meurt jamais quand elle tombe en faillite. Hein. On n'éteint jamais une société boursière, donc tu peux la racheter à $1 symbolique une fois qu'elle est à terre. Et donc ces sociétés-là vont donc au Cameroun avec ces noms-là. Les noms qui sont en bourse sont des noms qui sont souvent bien différents de la nom de leur société juridique, hein, mais elles sont les propriétaires de cette nomination en bourse. Et quand elles réussissent à avoir des accords avec des ministères ou des dirigeants qui leur donnent des contrats ou signent des agréments d'exploitation, comme eux, ils ne sont pas plus riches que nous autres baguetteurs, là, ils repartent maintenant sur le marché pour chercher effectivement à revendre leur société en disant qu'ils viennent de signer un gros contrat avec l'État qui va produire des milliards, ils sortent des tableaux d'investissement et de rentabilité sur des mines hypothétiques. Et partis avec zéro, ils commencent à vendre, à faire monter la valeur en bourse de leur société. Ils font des joint ventures avec les sociétés indiennes, ils cherchent des milliardaires là-dedans qui ne savent pas où investir leur argent.
Et à la fin, sans même poser une seule pierre au pays, leurs sociétés deviennent souvent des grosses multinationales. Et ceux qui ont investi leur argent maintenant veulent voir cette rentabilité. C'est pour ça qu'ils arrivent en Afrique agressifs, parce qu'ils ont mis des milliards entre les mains de certains pro-investisseurs qui sont venus sur place et qui ont pris l'argent et ils sont taillés, à eux maintenant de se débrouiller à fructifier cela. Et je peux vous dire que ça crée beaucoup de bordel. Et souvent, quand ces sociétés-là n'arrivent même pas, puisque maintenant les autres ont compris le jeu, hein, quand ils n'arrivent pas à regrouper assez de fonds, ils disparaissent tranquillement dans la nature et nos gouvernants restent là, attendre que le projet démarre sans succès. C'est pour ça qu'il y a plein de projets là chez nous qui ne démarrent pas, parce que malgré les annonces qui montrent qu'il y a une grosse société américaine qui va faire ça, on expose les prix, ils disent qu'ils vont investir 540 millions de dollars ou 1 milliard de dollars, ainsi de suite. 5 ans plus tard, rien n'a bougé. Je vous dis mes frères là, au lieu de les observer et attendre qu'ils fassent des choses, c'est à nous-mêmes d'aller les faire. Si vous avez des projets et que vous voyez même qu'il y a une société américaine qui a soi-disant gagner un contrat pour faire le même projet dans la même zone là, ne vous prenez pas la tête. Commencez votre projet. Vous verrez que 5 ans, 10 ans après, cette société américaine n'aurait pas encore trouvé l'argent pour venir faire ce projet-là. Vous avez 10 ans d'avance. Et peut-être dans 10 ans là, le gouvernement va vous donner plus de crédits et même vous donner des subventions pour que votre projet puisse aller de l'avant. C'est vrai que à l'heure actuelle, nos gouvernants sont obligés de donner le crédit, plus de crédit à des sociétés qui viennent, parce qu'ils ont l'expérience du marketing, qui viennent se présenter comme des gros investisseurs. Ils vous sortent des cartes, on est affilié à telle banque, telle banque, telle banque, mais c'est des charlatans, hein, c'est des charlatans de premier niveau. Et puis quand ils arrivent souvent au pays, là, ils ont la bonne habitude de venir avec des projets. Ils ont déjà acheté 4 ou 5 voitures style 4x4, juste pour la prospection de leur projet. Et en partant, ils laissent ça cadeau aux directeurs qui les ont accompagnés pour cela. Donc ça facilite leur entrée. Ils savent comment entrer chez nous, vraiment avec des fausses solutions. Et moi, j'ai analysé tout ça là, je me dis, je suis confiant là. Si j'ai un projet à faire au pays, je ne regarde même pas si un concurrent à côté est une entreprise américaine, européenne, avec des milliards dans la poche. Même si c'est vrai qu'ils ont ces milliards-là, ces gens-là, je vais commencer mon projet à côté du sien, sans même aucun complexe. Parce que, dans la vérité, eux, ils viennent seulement pour essayer de ramasser les ressources chez nous, pas d'investir. Si vous êtes conscient de ça, sachez que l'Afrique est ouverte pour vous. Mais si vous restez là, toujours à attendre qu'on vienne vous mettre des choses dans la bouche, hein, et je ne dis pas que c'est facile, hein, ça veut dire que nous, investir là, c'est plus difficile pour nous que pour eux, mais c'est notre pays. Donc, je vous encourage à aller vraiment investir. Maintenant, investir pour des gens comme nous, c'est pas quelque chose de facile. On ne peut pas dire qu'on va aller investir individuellement 10 000 par-ci, 10 000 euros par-là. Non, il faut qu'on se regroupe. Il faut qu'on se regroupe. Donc, ça prend de se mettre ensemble et de faire des choses de manière regroupée. Et je vais faire une deuxième vidéo pour vous expliquer comment comprendre le Camerounais et composer avec le Camerounais dans la zone 237. C'est-à-dire que j'ai vu plusieurs projets sur le terre où les gens veulent effectivement faire appel aux Camerounais de venir investir dans leur projet. Mais à mon avis, ils s'y prennent très très mal. Ils s'y prennent mal. Parce que
Dans notre communauté camerounaise, il y a des choses que tu ne peux pas effacer dans leurs habitudes. Les Camerounais ont une façon de voir les choses que tu ne peux pas effacer. Le Camerounais est têtu. Donc, moi, j'ai déjà dit à ces gens-là, vous perdez votre temps sur, si vous continuez à faire de cette façon-là, ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que chez nous, on a des traditions, on a des façons de penser, de façons de voir qui sont très différentes de la façon dont les Européens organisent les choses. Donc, quelque part, il faut qu'on reste nous-mêmes. Je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Comment comprendre le caractère du Camer pour pouvoir composer avec lui dans la zone 237. Ciao, ciao, à bientôt.